Sophie Hein a deux cordes en tant qu'auteur à son arc. En effet, jusque cette année-ci, au début de cette année-ci, elle écrivait uniquement, à ma connaissance, elle publiait en tout cas uniquement des ouvrages de sciences politiques, des ouvrages savants ou des essais sur des sujets divers. Cette année-ci, elle inaugure un genre nouveau, à savoir celui du roman. Le roman dont il va être question dans cet entretien s'intitule « Un chapeau rose » et apparu donc en 2017 chez Edilivre. Elle a sous presse d'ailleurs un second roman dont il ne sera pas question aujourd'hui, mais dont elle nous dira peut-être un petit mot tout à la fin de cette interview. Alors Sophie, je voudrais te poser une première question, c'est de savoir ce qui t'a fait passer de l'écriture, je dirais, d'intellectuel, de scientifique, travaillant dans le domaine des sciences politiques, à celui d'un genre nouveau, pour toi en tout cas, qui est celui du roman. Et si il y a véritablement rupture, ou s'il y a une certaine continuité entre ces deux activités. Voilà, tout d'abord, merci Jean-Michel de m'inviter une seconde fois, puisque j'ai déjà fait une interview sur l'un de mes livres sérieux et plus politologiques ou sociologiques et genre aux libertés, avec toi donc. Alors pour répondre à cette question qui est en effet fondamentale, et qui est une question que je me pose encore d'ailleurs régulièrement, je voudrais d'abord préciser que je n'ai pas arrêté cette écriture plus académique, plus politologique, on va dire, ou plus sérieuse selon certains. Donc je continue à écrire des articles, surtout à faire des rapports. J'ai toute une dimension de mon travail qui est de l'ordre du travail académique, de l'expertise même. Mais la raison pour laquelle je suis passée à l'écriture de romans, c'est parce que je ressentais une certaine frustration et une certaine insatisfaction quant au travail d'écriture purement académique ou purement même engagé dans l'écriture d'essais. Je ressentais une certaine insatisfaction par rapport à l'impact de ce travail, et je vais peut-être ressentir la même insatisfaction dans l'écriture romancée, mais le lien entre mon travail intellectuel et mon écriture intellectuelle et mon début d'écriture romancée est tout de même celui de l'engagement. Donc je ne pense pas que je vais devenir une romancière qui sera détachée des questions sociopolitiques. On va l'aborder, hein, mais je veux dire, ce livre, Un chapeau rose, est un livre qui aborde des thèmes qui sont très liés aux thèmes que j'ai abordés dans mon dernier essai, Genre aux libertés, ou dans les écrits que j'ai pu faire sur les droits des femmes, etc. Et donc pour moi, le roman, c'est une autre façon de m'exprimer, qui correspond à certains besoins purement égoïstes. Je pense qu'il y a dans toute action humaine et dans l'écriture, a fortiori, une dimension égoïste. Je pense que je retire plus de plaisir, ou que l'effort est moindre dans l'écriture de fiction, pour moi. J'en retire davantage au moment même de l'écriture, mais je pense qu'il y a aussi un essai, une volonté de transformation qui est toujours là, de transformation du monde. Évidemment, ça peut paraître un peu ambitieux, mais je ne crois pas à l'écriture gratuite, ça n'a pour moi aucun intérêt, sinon on n'essaierait pas d'être publié. Et donc je pense que l'écriture engagée, qu'elle soit sous forme académique ou d'essai ou d'articles ou même d'expertise ou sous forme de roman, l'écriture engagée vise à refléter l'impact de la réalité sur l'auteur et en même temps à tenter de transformer cette réalité. Donc la façon dont je définis l'engagement, pour moi l'engagement c'est être imprégné de ma réalité bien entendu, mais aussi de la réalité que j'observe à l'extérieur et que ça se reflète dans mon écriture, mais aussi d'essayer de faire en sorte que cette écriture, consciemment ou inconsciemment, ait un impact sur le réel. Et quand je dis un impact sur le réel, de nouveau, ce n'est pas une ambition purement narcissique de laisser ma marque, il y a toujours un peu de ça, mais ce n'est pas ça, ça ne va pas dans tous les sens, c'est clairement essayer d'avoir un impact dans le sens de contribuer à faire prendre conscience de certaines injustices ou certains problèmes du point de vue de l'objectif de justice sociale, et peut-être de donner une petite contribution au changement en vue d'une plus grande justice. Donc voilà, c'est absolument pas gratuit. C'est ça. Donc quelque part, sans le vouloir peut-être consciemment, tu
rejoint la 11e thèse de Marx sur Feuerbach, la phrase très connue, selon laquelle jusqu'à présent les philosophes n'ont fait qu'interroger le monde, ont pensé le monde, maintenant il s'agit de transformer. Oui, bien sûr, voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour le marxisme et je suis à certains égards, voilà, dans mon rapport à certains sujets proches du marxisme, mais je suis aussi très critique. Oui, mais oui. je suis d'accord avec cette phrase qui, voilà, le jeune Marx, hein, je suis d'accord avec ce rapport, voilà, ce rapport au travail intellectuel. Et pour moi, écrire un roman, c'est un travail intellectuel. Tout à fait. Maintenant, plus précisément, pour rester dans cette question-là, je m'interroge sur le déclic. À quel moment, dans quelles circonstances, cette démarche a été initiée? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors que tu étais sans doute en train de travailler sur des sujets savants, des sujets d'actualité concernant l'organisation de la cité au sens noble du terme, tu t'es dit, mais tiens, est-ce que je n'écrirais pas un roman? Ou bien, est-ce que ça a germé de manière lente dans ton esprit, et à un moment donné, ça s'est imposé comme une évidence que tu allais écrire? Non, ça n'a pas germé de manière lente dans mon esprit, et c'est imposé comme une évidence. Non, c'est le jour où j'ai commencé à écrire ce roman, c'est le jour où j'ai décidé de l'écrire. Donc il n'y a eu aucune... Ah oui. Voilà, c'est tout à fait différent pour les suivants, évidemment. Je pense qu'il y a un avant et un après écriture de roman. Oui, oui, voilà. J'ai lu, parce que je commence à lire des livres sur comment écrire les romans, etc., que c'était fréquent. Le premier roman est quelque chose de particulier, souvent, à mon avis, plein de défauts et très problématique, même si je crois beaucoup en ce livre. Et donc, c'est différent pour les suivants, il y a une intention. Le premier, voilà, je savais ce que j'allais écrire, évidemment, mais c'était vraiment un besoin. Le premier, c'est celui-ci. Voilà, oui. Il y avait vraiment un besoin d'écrire autre chose que de l'analyse, ou même de la prescription sociopolitique ou de philosophie politique, qui est née à ce moment-là d'une insatisfaction par rapport au réel, en général, ça j'ai depuis toujours, mais par rapport à mon réel en particulier, une sorte de besoin. C'est né aussi d'un moment de crise, comme on en a déjà discuté, je t'avais dit ça, on a tous des crises dans sa vie et on utilise les ressources qu'on a. Une de mes ressources, c'est l'écriture. Et l'écriture que j'avais utilisée jusqu'à présent n'était pas suffisante pour m'aider à sortir de cette crise. Donc il y avait une dimension égoïste, égocentrique, égoïste, mais après, voilà, une fois que je me suis mise à écrire, je me suis rendu compte, c'est pas purement inconscient, qu'il y avait d'autres moteurs également, qui n'étaient pas purement tournés vers mes propres dilemmes existentiels, on va dire. Ça va bien au-delà. Et qui pouvaient donner du sens, je dirais, à la compréhension du réel et à la compréhension des rapports hommes-femmes, le problème de la féminité, tous thèmes qui vont être abordés comme voilà. On reviendra là-dessus dans quelques minutes. Donc, juste un point en plus, oui. Dans mon insatisfaction par rapport à l'écriture classique, ou celle que j'ai considérée comme classique pendant longtemps, il y a quelque chose de très précis, c'est aussi la difficulté à entrer en conversation et en dialogue avec autrui. Et je pense que l'écriture de fiction aide énormément parce que forcément on crée des mondes, on crée des histoires dans lesquelles il y a des personnages qui dialoguent, donc on est en permanence en dialogue. Évidemment il faut faire attention à savoir ne pas perdre pied et savoir que c'est pas la réalité, on le sait bien. Mais donc il y a cette dimension-là, on n'est jamais seul, on vit avec ces personnages. Après il y a le deuil, une fois qu'ils sont partis, ils sont sur papier mais ils sont plus dans notre tête, ils sont plus avec nous. Mais il y a aussi une dimension de dialogue avec le lecteur qui va être très différente, et je commence seulement à l'expérimenter maintenant. C'est pas du tout, les réactions qu'on a des lecteurs ne sont pas du tout les mêmes que les réactions par rapport à des essais, à des écrits académiques ou des pseudo-académiques ou de think tank. Rien à voir, c'est totalement différent. Et donc ça apporte énormément. Parce que je pense que qu'est-ce que vivre si ce n'est une relation, une vie humaine épanouie n'est rien d'autre qu'une vie pleine de dialogue, d'interaction, d'échange. Voilà. Et pour moi l'écriture c'est ça aussi. C'est pas un travail solipsiste. D'accord. Mais donc tu distingues bien d'une part la relation de l'auteur avec ses personnages, ce qui a été l'objet de la pièce célèbre de Pirandello, hein, 6 personnages en quête d'auteur, et alors un ouvrage également de François Mauriac sur l'auteur et ses personnages. Mais le dialogue avec le lecteur n'existe pas, parce que par définition, autant
l'auteur construit des relations entre les personnages, il s'investit dans ceci, mais par définition, le lecteur est absent, il va réagir d'une certaine manière ou d'une autre, et moi-même, nous en avons parlé ici hors caméra, j'ai réagi, j'ai pensé un certain nombre de choses en lisant des passages de ton livre que par ailleurs j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu avec passion, je te l'ai écrit d'ailleurs dans le courrier que nous avons échangé à ce sujet, mais tu m'as dit que tu n'avais pas, en tout cas consciemment, conçu les choses de cette manière-là, alors que moi je les avais perçues d'une autre manière. Donc on peut dire que c'est le hasard, ou plutôt l'amitié qui a fait que nous nous sommes rencontrés pour discuter de ce livre, et en dialoguer, et en parler, donc avoir un dialogue, mais qu'avec l'immense majorité des gens qui vont lire ton roman, ce dialogue n'aura pas lieu. Oui, ça c'est par définition. C'est toujours le cas quand on écrit. Par définition. C'est l'une des grandes frustrations de l'écriture, c'est que la plupart des gens qui écrivent, en tout cas quand je parle à d'autres écrivains au sens large, même s'ils n'écrivent pas de romans, ils ont cette même frustration, c'est qu'on écrit pour un public, un certain public, on a toujours un public en tête quand on écrit, tu le sais toi-même, et en général, soit on n'a pas de retour de ce public-là, il est là mais on n'a pas de retour, soit on a un tout autre public. Et donc il y a une énorme frustration, mais on a quand même toujours un public, à moins, bon alors ça c'est vraiment triste, mais j'ai eu la chance d'avoir toujours eu un public, même petit, j'ai toujours eu un public. Et donc, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir le public, l'échange, le dialogue, d'être remis en question, de comprendre davantage les thèmes que j'ai abordés dans mes écrits grâce à cet échange et à ce dialogue. Et il y a une dimension narcissique de me comprendre moi-même à travers ça, mais c'est aussi vraiment de comprendre les thèmes. Il y a une quête, il y a une volonté d'apprentissage, de compréhension. C'est assez humble finalement comme travail. Et c'est un lieu commun de le dire, donc c'est pas moi qui ai inventé cette formule, on ne sort jamais indemne de l'écriture d'un roman. On en sort grandi, on en sort oui, mais quand je dis indemne, c'est pas dans son sens de bouleversement au point d'être blessé et mutilé. Mais indemne, on n'est plus le même, c'est ça que je veux dire. Oui, ça non, moi je pense que je suis la même avant et après, mais c'est sûr que ça peut avoir il peut y avoir une dimension d'apprentissage très forte, une dimension même thérapeutique parfois, mais que d'autres activités parfois plus simples ont également. Non, moi ce que j'aimerais c'est que le lecteur ne sorte pas indemne de la lecture. Ça c'est très ambitieux. Voilà. Maintenant nous allons passer peut-être à ce qui intéresse sans doute encore davantage les auditeurs et les auditrices ici, c'est à l'essentiel, c'est-à-dire à la thématique du livre. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, et quand je dis thématique, c'est la thématique générale, je ne parle pas des problématiques particulières sous-jacentes que tu as voulu faire passer et éventuellement tenter de résoudre. Nous en parlerons dans une question ultérieure. Ici, la question que je te pose est celle de la thématique générale du roman. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, tout en n'en dévoilant pas trop, sinon évidemment on n'aura plus envie de lire ton livre. Ça va de soi. Voilà. L'amorce, autrement dit. Oui. Et bien donc, le personnage principal, c'est une jeune femme qui s'appelle Ophélie, et qui... mais le roman commence dans une phase de crise du personnage principal. Donc pour être plus précis, elle sort d'un avortement qu'elle a très très mal vécu, et elle va à une réunion familiale, et elle trouve par hasard, elle s'échappe à un moment donné, et elle trouve dans un endroit un peu caché, un peu secret, dans une vieille malle, un chapeau de mode ancienne, un chapeau rose, avec un petit ruban bleu. Je vais peut-être montrer la couverture du livre, donc chez Edilivre. Et c'est peut-être, avant de poursuivre, pourrais-tu nous expliquer ce que représente cette photo? Oui, j'ai eu de la chance, c'est un avantage des petits éditeurs, c'est qu'ils laissent certaines libertés que les grands éditeurs ne laissent pas, c'est que j'ai pu proposer ma propre couverture, donc c'est une photo que j'ai prise moi-même à Oxford. Donc dans un des collèges d'Oxford, plein de magnifiques collèges et plein de magnifiques petits recoins. Et on aura l'occasion de reparler d'Oxford, évidemment, un peu plus tard. Ce n'est pas par hasard qu'évidemment il s'agit d'un collège d'Oxford. Voilà, donc tu parlais de ce chapeau rose. Voilà, donc elle découvre un chapeau rose et immédiatement elle est fascinée par ce chapeau et elle sent que ce chapeau va lui apporter quelque chose. Et bon, elle est perdue, presque désespérée, même on peut dire au début. Et en effet, le chapeau lui apporte quelque chose d'extraordinaire puisque
quand elle le porte, pas immédiatement, mais après il se passe pas mal de choses, mais dans certains états émotionnels forts, le chapeau la transporte instantanément dans différents endroits. Et bien Ophélie se rend compte, à chaque fois qu'elle est transportée dans l'un de ces endroits, qu'elle a une existence qui est déjà là, dans ces différents endroits. Donc il y a Bruxelles, qui est sa ville principale, et puis il y a d'autres villes. Donc c'est à chaque fois des villes, hein. Il y a Berlin, il y a New York et il y a Oxford. Et dans chacune de ces existences parallèles, mais pas simultanées, donc elle est bien une. Hein. Oui, Mais elle découvre une vie, une autre, parfois elle a un autre prénom, elle a une existence, parfois un travail, souvent en fait, à chaque fois une vie amoureuse, et donc ce chapeau est à la fois quelque chose qui lui permet de sortir de son quotidien, de sa routine, de sa déprime, puisqu'elle est extrêmement dépressive suite à cet avortement, et en même temps une sorte d'instrument de malédiction, puisqu'elle vit des choses assez terribles dans certaines de ses existences, assez noires, aussi des choses très positives. Et donc, à travers ces déplacements au chapeau rose, Ophélie va être dans une quête, en fait, une recherche. Et là, bon, on peut aborder les thèmes, sur quoi porte cette quête et cette recherche, mais l'histoire, vraiment, c'est celle-là. Et donc, il y a plusieurs histoires d'amour. Donc au premier degré, il y a d'autres degrés, tu évoqueras sans doute un peu plus tard, dans le cadre des relations humaines ou des valeurs sous-jacentes qui apparaissent dans le cadre de ces conflits ou de ces, comment dirais-je, de ces relations peut-être fusionnelles, dans le cadre de ces relations humaines. Mais la question est... voilà, tiens, j'ai un petit trou de mémoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Au premier degré, au premier degré, l'histoire. Oui, au premier degré. Ce chapeau rose, tu as choisi cette couleur en fonction de... C'est un signe, un message, un stéréotype que tu envoies au lecteur pour qu'il identifie une problématique, ou cette couleur a, comment dirais-je, n'a pas de fonction particulière? Non, c'était très délibéré. Oui. Donc le chapeau rose, la couleur rose, et puis un petit ruban bleu, fait clairement référence à la féminité ou au féminin. Donc dans mes écrits plus académiques, j'utilise les deux termes, même s'ils ne signifient pas la même chose. Donc il y a vraiment toute une réflexion qui porte sur la condition féminine, et l'histoire d'Ophélie est intrinsèquement liée à sa condition féminine. Ben, le ruban bleu révèle quelque chose de masculin, évidemment. Et bon, comme on en discutait hors caméra, le fait que cet instrument qui représente d'une certaine façon la féminité ou la condition féminine soit quelque chose que l'on puisse mettre et enlever, porter et puis enlever, est évidemment très significatif également sur ce qu'est Ophélie, sur ce qu'est ce personnage. Est-ce que dans son cas la féminité n'est pas quelque chose d'extérieur à elle, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'aliénant? Donc il y a une réflexion, enfin une histoire, parce que c'est pas un ouvrage académique, là je parle de ce que j'ai voulu exprimer en tant qu'intellectuelle, mais l'histoire elle-même met vraiment en scène une femme qui est aux prises avec les contraintes, voire les déterminismes qui sont intrinsèquement liés à sa condition féminine. Donc je parlais de l'avortement du début de l'histoire, qui est vraiment l'ouverture de l'histoire, qui est quelque chose que uniquement les femmes peuvent vivre, mais il y a d'autres éléments. Il y a la question de la violence dans le couple. Bon, je sais que c'est très controversé, mais dans l'immense majorité des cas, la violence domestique est quand même le fait des hommes contre les femmes. Dans ce roman, la violence entre hommes et femmes est violence physique, mais aussi violence verbale, parce que certains appellent violence psychologique. Donc ça, c'est de nouveau quelque chose qui est de nos jours encore intimement lié à la condition féminine. Il y a même la question du viol qui est abordée. Tout ça à travers l'histoire, évidemment. Il y a le rapport au désir et à l'amour, vécu par une femme qui est assez particulière tout de même, qui est donc ce personnage Ophélie, qui est aussi en partie déterminée par certaines contraintes, la norme du féminin, mais bon voilà, ce n'est pas vécu comme le personnage ne se pose pas forcément ces questions-là, mais la façon dont le rapport à l'objet, enfin le rapport à l'objet de désir, le fait d'être désiré, etc. Le personnage principal, donc l'héroïne Ophélie, vit ces choses-là comme une forme d'aliénation, et donc toute l'histoire met en scène cette sorte
cette trajectoire, en fait, ce chemin vers la liberté, cette tentative d'être en chemin vers la liberté, mais comme on en discutait tout à l'heure, je ne suis pas sûre que l'issue soit extrêmement positive, que la conclusion soit forcément optimiste, en tout cas du point de vue de cet objectif de liberté. Mais il y a des thèmes très heureux, il y a des thèmes très positifs, voilà, la question de l'amour, de la famille, etc. On va y revenir. Je me pose la question de savoir comment un auteur, toi en l'occurrence, choisit le prénom de ses personnages. Oui. Je me suis posé la question dès le début, puisque Ophélie apparaît dès la première page, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas si Ophélie... Enfin, il me semble que le prénom, en tout cas le personnage apparaît, peut-être pas son prénom immédiatement, je ne sais plus. Mais pourquoi avoir choisi le prénom d'Ophélie? Parce que quand on lit ce prénom, c'est pas un prénom banal, c'est peut-être maintenant revenu un petit peu à la mode, mais enfin, pour les gens de ma génération, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc, quand je lis Ophélie, et puis alors bon... Par la suite, il apparaît qu'effectivement, Oxford, l'Angleterre, joue quand même un rôle important dans ce roman. Tout de suite vient à l'esprit le personnage de la fiancée d'Hamlet, de Shakespeare. Parce que on a en tête, je crois, en tout cas beaucoup de gens ont en tête, le destin tragique d'Ophélie, dont on retrouve le corps dans une rivière. Et la rivière a un rôle important dans ton roman, et alors je me suis dit, est-ce que c'est dans le cadre d'un cheminement conscient ou inconscient que tu es arrivé, que tu as choisi ce prénom-là, ou pas? Même chose pour d'autres prénoms, je pense à Sylvie, que je crois la meilleure copine d'Ophélie, et d'autre part Sylvain, qui est le méchant bonhomme. Il y a la même étymologie dans les deux cas qui, comme ceux qui ont fait un petit peu latin le savent, renvoie à Silva qui veut dire, ou Silva qui veut dire la forêt, et qui renvoie donc à la notion de sauvagerie. D'ailleurs, le mot sauvage vient du mot Silva. Alors je me suis dit, consciemment ou inconsciemment, parce que je ne sais pas comment tu as procédé au choix de ces prénoms, mais... Est-ce qu'il y a justement cette idée de forêt, de sauvagerie qui est sous-jacente, d'autant plus que la nature joue un rôle important dans ton roman, à Oxford en tout cas, pas dans les autres villes, me semble-t-il. Il est question à un moment donné de Central Park à New York, je crois, mais enfin bon, c'est surtout à Oxford que la nature est très présente. Et alors, d'autant plus que Sylvain et Sylvie jouent des rôles tout à fait différents, bien entendu. L'une est la complice, et l'autre, c'est, je n'en dirai pas plus, mais c'est le méchant, si je puis dire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors je me posais la question de ce choix des prénoms, parce que ce n'est pas indifférent pour moi. Non, mais bon, pour répondre sur les deux points précis, parce qu'après il y a d'autres prénoms, sur le prénom d'Ophélie, là c'était assez délibéré, donc même si je ne suis pas du tout une spécialiste des grandes œuvres classiques, je savais que le prénom d'Ophélie évoquait un destin tragique. Voilà. Donc c'est en partie pour ça que j'ai choisi Ophélie. Aussi parce que je trouve que c'est un très joli prénom rare. Aussi parce qu'il y a une certaine résonance avec le mien. Parce que je ne cache pas que certaines Sophie, Ophélie, certaines... oui, donc ça c'était délibéré. Je n'avais pas pensé. Parce que dans d'autres romans ça ne sera pas le cas. Sophie qui peut dire la sagesse. Mais bon, il y a aussi des résonances entre Sophie et Sylvie. Mais donc... Mais donc tout ça était délibéré parce que certaines des réflexions, pas le vécu, mais certaines des réflexions de l'héroïne sont assez proches des réflexions que l'auteur, en l'occurrence moi, je peux me faire, en particulier sur l'amour, sur la vie, sur le marché du travail, parce que c'est aussi un thème abordé. Il n'y a pas que l'amour et le désir, il y a d'autres choses, la mobilité, etc. Donc c'était pour ça, Ophélie, destin tragique, même s'il y a quand même une fin qu'on peut interpréter comme heureuse, même si du point de vue de l'objectif de la liberté c'est plus nuancé. Sur Sylvie et Sylvain, là j'avoue que c'était totalement non voulu, je ne connais pas l'étymologie des prénoms, et donc, mais ça peut-être que inconsciemment je devais savoir ça, parce qu'en effet, si
le personnage de Sylvain reflète une forme de sauvagerie noire, obscure, puisque donc c'est vraiment un personnage, je riais quand tu disais le méchant, mais certains lecteurs m'ont dit, il y a, à un moment donné, il fait moins peur dans l'histoire, mais c'est quand même un personnage assez effrayant, et qui en tout cas effraie l'héroïne, effraie certains des autres personnages également. C'est un personnage très noir, très sombre, très mauvais même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le méchant. Voilà, mais donc sauvage, par contre Sylvie, qui est, on peut dire, la touche de joie avec un autre personnage masculin, donc Matt, qui est aussi une forme de touche de joie et de légèreté. Sylvie est le personnage féminin léger de l'histoire, qui est quand même assez présent et qui est là en permanence, qui vient égayer, mais qui est aussi sauvage. Donc il y a un rapport au désir, à l'animalité, son rapport aux hommes, le rapport aux hommes que Sylvie montre, surtout sur la fin, mais même pendant l'histoire. Et donc c'est un petit peu deux faces. Mais c'était pas du tout conscient sur les prénoms. Mais par contre, Sylvie et Sylvain, c'était conscient. C'est deux faces d'un même personnage. Enfin, oui, c'est ça, oui, parce que je me dis, c'est pas possible. Pardon, pas d'un même personnage, d'un même caractère. Voilà. Oui, parce que je me dis, c'est pas possible que deux personnages aussi importants aient des prénoms si proches. Oui, donc il y a quelque chose, voilà, donc ça c'est conscient. Voilà, voilà, c'est ça. Alors tu viens de parler ici de légèreté à propos de Sylvie. Et cette idée du poids, de la pesanteur est très présente dans ton roman. N'oublions pas que le début du livre est lié à un avortement, qui est le point de départ d'une culpabilité que l'on va retrouver, qui est résolue ou pas résolue, mais enfin qui réapparaît à la fin. Donc à un moment donné, il n'en est plus vraiment question de cet avortement à l'intérieur du roman, et puis tout à coup ça réapparaît vers la fin. Mais alors justement, dans les dernières pages, j'ai le nombre d'occurrences que j'ai pu noter où le terme léger apparaît et la notion de pesanteur et de lourdeur, c'est quelque chose de tout à fait évident. Enfin, je te repasserai mon roman à la fin, mais ici, je vois par exemple... attendez, il faut que je retrouve ça. Il faisait chaud et sa tête lui faisait mal, son corps était lourd. Alors elle posa la main sur son ventre gros de plusieurs mois de grossesse, enfin là je ne vais pas trop en dire. Et puis elle se leva lourdement, un petit peu plus loin. Alors la notion de légèreté, alors là c'était dans les pages qui précédaient, mais sur 2 ou 3 pages, on a vu 4 ou 5 fois le mot léger. Ça m'a vraiment frappé, ici. Mais savoir qu'elle avait pu éveiller de l'intérêt et du désir chez un homme doté de pareils atouts lui redonna un petit peu de légèreté. Un peu plus loin, elle se sentait si bien et si légère après ce pique-nique entre amis. Un petit peu plus loin, le plaisir et la légèreté que ces mouvements lui procuraient revenaient également. La légèreté prévalait et dans les gestes et dans les échanges verbaux. Donc j'ai vu toute une série d'occurrences comme ça, que le lecteur ne s'inquiète pas, hein, ce n'est pas des lignes qui se succèdent. Hein. Il y a chaque fois une page entre les mots, mais en tout cas la notion de légèreté est très fréquente. C'est un petit passage, comme tu le dis toi-même. Oui, ce sont des extraits. Sur la fin. Et c'est sur la fin. Mais il y a cette idée de... Ophélie est débarrassée d'un poids. Oui, mais et comme il y a l'idée de grossesse quand même qui est présente, je me dis, quand on dit le mot gros lui-même étymologiquement, quand on dit de quelqu'un qu'il est gros, c'est par, comment dirais-je, par référence à une femme grosse, et grosse ça veut bien dire enceinte. Oui. Donc il y a cette idée, le poids... Il y a cet aspect-là. Donc dans le roman, il y a évidemment ce rapport à la grossesse avortée, et puis la grossesse en devenir peut-être à un moment donné. Donc en effet, la dichotomie légèreté versus lourdeur peut être interprétée de cette façon-là, mais il y a aussi une autre façon d'interpréter la lourdeur qui prévaut dans les 3/4 du roman, même s'il y a des touches de légèreté qui sont liées au moment où Ophélie est heureuse, dans une de ses histoires d'amour, et en particulier dans la danse. Donc ça c'est quand même un thème très important. Joue un rôle essentiel, et ça c'est un thème de légèreté, parce que dans la danse, la légèreté est là, elle est omniprésente. Je veux dire, la danse est synonyme non seulement de bonheur, mais aussi de légèreté. Donc ce thème-là est présent, mais par touche. Mais l'essentiel des 3/4 du roman est quand même fait de lourdeur, et la façon dont il faut interpréter cette lourdeur, c'est comme je le disais, comme une sorte de métaphore
enfin, de la lourdeur, moi je dirais plutôt une sorte de déterminisme, une sorte de poids qui pèse sur la liberté de C'est comme l'héroïne. ça que je l'ai perçu Donc aussi. c'est vraiment, elle est dans un Oui. tunnel, même si elle voyage en permanence. Cette mobilité n'est pas choisie. La mobilité liée au chapeau, elle ne décide pas, sauf à la toute fin, elle commence à maîtriser cet outil phénoménal, ce chapeau rose, qui la transporte dans tous ces endroits, qui sont toujours les mêmes. Donc elle ne peut pas créer de nouveaux endroits, ils existent déjà, ils s'imposent à elle. Donc cette mobilité, c'est elle. Son rapport aux hommes, qui est très problématique dans certaines de ses vies, s'impose à elle. Elle est prisonnière de son rapport au désir, à l'amour, etc. Oui, oui. Même si c'est peu présent, il y a quand même quelques conversations, et ça revient en permanence. Son rapport à la précarité intellectuelle s'impose à elle également, même si, voilà, elle a une sorte d'indifférence, mais à travers d'autres personnages, on sent quand même très très fort cette thématique-là. Donc il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de déterminisme, et c'est pour ça que le thème de la liberté, même s'il n'est pas... Voilà, il n'est pas répété en permanence, sauf dans certaines conversations, dans certaines réflexions qu'elle se fait, dans certains événements qu'elle vit, Ophélie. Cette question de la liberté est là par opposition en fait à ce qu'elle vit. Donc il y a une aspiration à la liberté voilà, qu'elle voudrait réaliser, mais comme je le disais, elle n'est pas forcément réalisée. Oui, mais tout dépend de comment on interprète. Il y a cette conscience, cette elle est dévoyée, l'aspiration à la liberté est dévoyée, parfois sous forme de légèreté, parfois sous forme de violence en fait, hein, puisqu'il y a des échappatoires. Donc, ce qui est important aussi à dire, parce que quand le lecteur ou la personne qui regardera la vidéo entend ma description du chapeau rose, c'est que très clairement, on ne sait pas, même à la fin, si le chapeau rose qui est porté par Ophélie est un objet magique, ou s'il y a là-dedans de la science-fiction, si elle fait toute une recherche pour savoir à un moment donné si peut-être qu'elle est elle-même, peut-être que ce n'est pas le chapeau, mais peut-être que ce sont des forces qu'elle développe elle-même parce qu'il y a des capacités insondées du cerveau qui seraient là, donc une sorte de dimension de science-fiction, ou est-ce que ce chapeau rose est purement fantasmé, rêvé, imaginé, donc est-ce qu'on doit l'interpréter à l'aune d'une lecture psychologique, ou est-ce que c'est un rêve? Donc tout ça reste quelque part un peu incertain. J'ai ma propre interprétation d'auteur, mais j'ai tout de même laissé les personnages prendre une vie propre. Et je pense que chaque lecteur devrait avoir sa propre interprétation. À la fin, on ne peut pas tout à fait savoir. On dirait qu'elle est, en grande partie, elle n'est pas dans le rêve, elle n'est pas dans la réalité. Je ne parle pas de l'extrême fin du roman, hein, qui marque une rupture, enfin c'est comme ça que je l'ai vécu par rapport au reste, hein, mais ça c'est un point de vue personnel et chaque lecteur ou lectrice aura sa vision des choses. Hein. Mais en tout cas dans ce qui constitue l'essentiel du roman, hein, c'est-à-dire après le moment où elle commence à mettre le chapeau rose et avant la fin que l'on interprétera comme on voudra, réveil ou pas, on a l'impression d'être dans une zone intermédiaire, c'est-à-dire on a l'impression d'être dans le préconscient. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'état conscient, mais un petit peu dans cette situation de quelques secondes qui précède le moment où l'on va se réveiller. Et c'est d'ailleurs cette partie-là du rêve dont on se souvient au moment du réveil, c'est-à-dire la partie qui est peut-être la plus acceptable pour le conscient et qui est sans doute la partie la moins camouflé ou camouflable, c'est-à-dire qu'on est justement dans un entre-deux, entre deux eaux, et c'est comme ça en tout cas que moi je l'ai vécu. Je ne dis pas du tout que c'est l'intention d'auteur, et l'auteur ne maîtrise plus son roman une fois qu'il est en circulation, on a eu un échange de lettres à ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'on est dans le préconscient, c'est-à-dire que ce n'est pas le rêve. À certains moments, le rêve tourne au cauchemar, d'ailleurs, on peut le dire. Donc, c'est un rêve prenant, oui. Hein, on peut le dire. Et un peu long. Et un peu Comme lent. Un rêve un peu long, je dirais, le vieillot. Oui, non, oui. Mais Ophélie, le personnage principal, elle est persuadée, sauf peut-être au tout début, quand elle commence à vivre ces situations incroyables en portant son chapeau, elle est persuadée que ce qu'elle vit est réel. Elle essaie même d'utiliser sa raison pour tester, pour voir en effet si c'est réel ou pas. Donc je pense qu'on peut prendre le roman de cette façon-là et comprendre à la fois l'histoire et profiter de l'histoire, parce que même si
quelqu'un m'a dit, voilà, le lecteur n'a pas beaucoup de répit. C'est quand même un roman qui nous laisse un peu en haleine. Il y a un aspect, la maison d'édition l'a catalogué comme thriller psychologique. Donc il y a un aspect un peu thriller. C'est vrai qu'il y a un côté donc thriller. On peut en profiter dans il y a un ce côté sens-là obsessionnel, c'est-à-dire qu'on croit qu'on va aboutir, et puis c'est relancé, parce qu'on se retrouve dans une mais il y a des moments de légèreté, il y a de l'inspiration, donc on peut le lire uniquement comme ça, ou on peut essayer d'y voir des thèmes sous-jacents. Moi, évidemment, en tant qu'auteur, j'ai quand même beaucoup réfléchi avant, pendant et après. Et on peut faire plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais je ne pense pas qu'il est nécessaire d'essayer de comprendre tous ces thèmes que moi j'ai voulu, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, mettre dedans pour en profiter, parce que j'ai eu beaucoup de réponses très positives de gens qui ont juste lu l'histoire, en fait, qui ont trouvé que c'était une histoire, voilà, à la fois prenante et stimulante. Donc voilà. Mais sur la question du rêve ou pas, comme je le dis, ça pour moi c'est au lecteur de décider. Voilà, mais Ophélie est persuadée que ce qu'elle vit est réel, même si elle a du mal à accepter cette réalité et à la gérer. Cette réalité pour elle est réelle. On en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer cette interview, donc hors caméra. Tu as utilisé l'expression « elle est dans un tunnel », et j'ai bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure, tu as utilisé cette expression. Et puis moi-même, de mon côté, j'ai utilisé l'expression « elle est dans une sorte d'entre-deux », ce que toi tu n'as pas dit, donc j'assume. Et je pensais à cette brique de conversation que nous avons eue tout à l'heure quant à ces deux murs qui se referment à deux reprises sur l'héroïne principale, Ophélie. Et ça ne se termine pas de la même manière dans les deux épisodes, par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas justement, et là, ton interprétation, c'est que les deux murs qui se referment, dans un roman fantastique d'Edgar Poe ou de Jean Rey, pour toi, ça évoque la notion de contrainte, si j'ai bien compris, hein? Et puis il y a cet échappatoire, il y a la liberté qui est au bout, non pas du tunnel, mais de la rue, qui est en train de se refermer et qui va presque avaler, manger l'héroïne, Ophélie. Et moi, j'en faisais une lecture psychanalytique, mais enfin, bon, qui ne relève que de ma propre perception des choses, puisque ça part d'un avortement, ce roman, et puis, bon, on a l'impression que, voilà, c'est l'enfant, Ophélie elle-même, qui est l'enfant qu'elle n'a pas eu finalement et qui ne parvient pas à sortir justement de la mer dans un cas, enfin qui sort dans un premier cas et puis qui ne sort pas dans le second parce qu'elle ne ressent pas la même chose d'ailleurs. Je voulais savoir comment toi tu perçois un petit peu les choses. Évidemment ici tu entends un lecteur qui a sa lecture, donc évidemment c'est toi qui es plutôt ici l'analyste et moi le Kobe, si je puis dire, on est bien d'accord. Mais toi, c'est vraiment lié à une des problématiques essentielles du point de vue intellectuel cette fois, pas du point de vue, même si pour toi le roman n'est qu'une mise en forme sous un autre angle d'une problématique que l'on trouve aussi dans ton dernier livre, Genre ou Liberté. Même si je ne donne pas la même réponse. Même si tu ne donnes pas la même réponse. Je pense que le roman est instructif et pédagogique pour l'auteur lui-même. Parce que l'une des raisons aussi pour lesquelles, désolé, puis je vais répondre à ta question sur les murs, l'une des raisons pour lesquelles j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, pour lesquelles je me suis mise à écrire des romans, c'est aussi que je me suis rendu compte des limites, non seulement de la capacité à transmettre le message quand on écrit sous forme académique, pseudo-académique ou d'expertise, etc., mais aussi des limites du travail d'analyse et d'écriture lui-même, à partir du moment où on reste prisonnier d'un carcan qui se veut rationnel, scientifique ou pseudo-scientifique. On utilise des méthodes, comme tu le sais très bien, dans une structure bien particulière, des méthodes aussi de lecture de la réalité, et je pense que le roman donne accès à d'autres choses, à partir du moment où on parle de façon beaucoup plus qualitative d'expériences vécues par soi-même, par d'autres personnes, de façon fictive évidemment, mais donc ça donne accès à d'autres choses. Et donc j'apporte une réponse peut-être différente en fait dans le roman, qui n'est pas forcément ma réponse, mais l'histoire apporte une réponse différente à cette question du dilemme entre condition féminine et liberté. Donc je le rappelle, mon dernier ouvrage d'expertise, mon dernier ouvrage académique s'appelle Genre ou liberté vers une féminité repensée. Donc il y a clairement dans le titre Genre ou liberté. Je peux le dire, paru en 2015 chez l'Harmattan. Oui, et donc clairement, c'est pour faire un peu clairement mon analyse d'intellectuel est que le genre
qui n'est pas la même chose que le sexe, mais le fait d'être catégorisé comme homme ou comme femme dans une société bien déterminée qui est la nôtre, le genre s'oppose à la liberté, et en particulier le genre féminin. La question du genre masculin est autre chose que je traite ailleurs. Et donc, dans ce roman, je traite de ce sujet-là, avec plein d'autres sujets également, et toute une histoire, etc. Et j'apporte une réponse différente à partir du moment où l'héroïne finit par ne pas être libre, en fait, par avoir l'impression qu'elle ne peut pas, dans sa condition féminine, être libre. Et la question de la liberté, est-ce que la liberté est possible quand on est femme, est déjà, on y répond déjà négativement au début du roman, par ce terrible choc qu'elle a après cet avortement qui, comme je disais, ouvre l'histoire, et qui est donc, je m'inscris complètement en contradiction par rapport à la vision dominante dans les études de genre et même dans les combats féministes de l'avortement comme étant une liberté. J'ai écrit des textes courts là-dessus. Je crois que l'un des titres, c'est Avortement, liberté ou vulnérabilité. Clairement, pour moi, l'avortement n'est pas une liberté. Et donc voilà, donc je réponds déjà à la question au début du roman, mais tout le roman est une quête. Cette prisonnière, cette Ophélie, cette héroïne essaie d'être libre. Et en permanence, son histoire, ses histoires, parce qu'elle vit beaucoup d'histoires, et certains des personnages lui rappellent qu'elle ne peut pas être libre. Et donc, en effet, les murs, elle y échappe une première fois, les murs roses, et la deuxième fois, elle n'essaie pas d'y échapper, elle se laisse engloutir. Et on voit ce qui se passe après, on voit dans le roman ce que ça signifie. Et de nouveau, c'est très... c'est tout à fait ambivalent, hein. Ce n'est pas unilatéralement négatif. Mais tous les personnages sont aussi ambivalents, je trouve, dans le livre. Il y a une ambivalence permanente. Tous les personnages sont ambivalents. Il n'y en a pas un qui est, comme on pourrait imaginer que, par exemple, la figure de l'homme se trouve stéréotypée chez les différents personnages qu'elle aime dans le roman. Mais non, chacun de ces personnages est lui-même ambivalent. Oui, Donc c'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, avec le gentil, le méchant. Non, c'est pour ça que c'est pas un roman pour enfants, même s'il y a des ingrédients de contes philosophiques et des aspects fantastiques que l'on trouve d'ailleurs dans des contes pour enfants, mais enfin c'est quand même un roman pour adultes. Tout à fait. Tout en ayant des ingrédients. C'est ce qui fait que, voilà, donc au moment où on le lit, on a des réminiscences de choses, voire même de dessins animés de Walt Disney qu'on a vus quand on est enfant. Tout simplement l'idée du prince charmant, parce que Matt c'est quand même... c'est le prince charmant, mais en même temps, il a aussi ses faiblesses et tout. C'est pas le super-homme comme on pourrait l'imaginer. Il avance, il recule. Évidemment, c'est évidemment un décalage par rapport à Ophélie, donc quand on recule, donc c'est un peu un jeu d'échecs, hein, si je puis dire. Enfin, la notion de jeu d'échecs s'applique plutôt aux méchants, à Sylvain. Mais enfin, on est quand même sur un jeu là où... Qui correspond à certains égards beaucoup plus à la figure de la masculinité. Sylvain, le personnage sombre, est très proche des canons dominants de la masculinité. Donc, des stéréotypes. La réalité, ça c'est à discuter. Oui, non, mais ça, quand je dis figure, je veux dire la norme. C'est là qu'il y a peut-être un aspect un peu pédagogique aussi du roman, et qui peut... Certains m'ont dit que c'est un roman qui pouvait s'adresser aux jeunes filles. Je ne suis pas sûre. Je pense que beaucoup d'hommes, les réactions que j'ai eues sont assez positives de la part de pas mal d'hommes de différentes générations, pas mal de femmes aussi, mais je pense qu'il y a un aspect, certains l'ont compris comme étant une sorte d'avertissement. Je crois qu'on peut le comprendre comme ça. Quand je parlais de mon engagement tout à l'heure, on peut le comprendre comme ça. Mais je crois qu'il peut être lu par des publics différents qui en feront chacun sa lecture. Hein. Mais je crois qu'effectivement, le public des adolescents aimera beaucoup ce roman. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, ce n'est pas du tout pour déconsidérer le roman, parce que moi, je l'ai lu, on ne peut pas dire que j'ai vraiment une tête de poupon. Hein, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, mais je crois que ça peut être lu par des adolescents. Donc l'idée que ce soit lu par des adolescentes ou des adolescents, ce sera plus facilement lu quand même, je crois, par des adolescents. Je crois que pour les hommes, il faut, me semble-t-il, avoir connu un certain nombre d'expériences pour entrer dans les personnages. Je ne suis pas sûr qu'un adolescent, je parle d'un jeune garçon, rentrera dans les personnages. Une jeune fille, peut-être, il y a ce côté initiatique, parce que pour moi, et nous en avons parlé hors caméra, c'est un roman initiatique. Au dos de la couverture, tu dis que ce roman se trouve à mi-chemin ou à cheval entre d'une part un conte philosophique, c'est vrai, et d'autre part un récit fantastique. Moi, je l'aurais placé
dans une autre catégorie, mais qui n'est pas exclusive des deux autres, de celle de roman initiatique, parce qu'il y a différentes épreuves au sens des initiations en anthropologie. Il y a des épreuves successives avec ce vieux sage qui intervient et qui fait un peu penser, pour ceux qui connaissent Fort Boyard, à ce personnage-là. Non mais entendons-nous bien, mais c'est pas pour caricaturer. Ah voilà, on l'imagine, voilà celui qui est porteur d'une expérience réelle, là, et qui, intervient à un moment donné, après un autre personnage d'ailleurs, qui est intervenu plus tôt et qui disparaît, qui est un psychologue, hein. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus de ça, parce que sinon... L'aspect roman initiatique est... Donc il y a ce côté initiatique, donc c'est pour ça que on en a discuté aussi. Progresse-t-elle, a-t-elle ou n'a-t-elle pas progressé quand on arrive au bout de cette expérience, ou de ces multiples expériences fantasmées, réelles, puisque volontairement, il y a une ambiguïté qui subsiste. Mais pour moi, ce sont des épreuves, et chaque fois, elles progressent d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est mon point de vue. Je sais que du point de vue de l'auteur, il y a un grand point d'interrogation, d'après ce que j'ai cru comprendre, alors que pour moi, il y a une progression, même si la fin... Mais la fin, chacun l'aurait écrite à sa manière. Moi, je crois que je l'aurais écrite autrement, mais ça, c'est mon point de vue. Mais le cœur du récit, pour moi, dans le cœur du récit, elle progresse. Mais ça, c'est un point de vue de lecteur. C'est une lecture plus positive, je pense, que celle que j'ai faite moi-même dans mon roman. Mais je crois que d'autres personnes m'ont parlé de cette dimension roman initiatique. Oui. Donc je crois qu'il doit y avoir un peu de cela, même si ce n'était pas mon intention au départ. Oui. Mais ce qui fait que ce n'est pas tout à fait un roman initiatique à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de résolution claire et finale. À partir du moment où, comme je le disais, la fin est sujette à interprétation, la fin est ouverte, il y a une fin, mais le lecteur peut l'interpréter de différentes manières, même si, au premier degré, il y a une fin claire, et surtout à partir du moment où le progrès, de nouveau, est ambivalent et est contradictoire. Est-ce qu'il y a vraiment progrès? Tout dépend... à l'aune de quels critères on mesure le progrès. Donc comme je le disais, sur la question de la liberté, il y a peut-être plus acceptation ou résignation, sur la question de la maturité, sur la question du rapport à tout ce qui est lié à la mobilité, à l'instabilité, etc. Il y a une forme de progrès, sur la question du rapport à autrui, du rapport au désir, à l'amour, etc. Le personnage grandit de ses expériences, mais en tout cas, en tant qu'auteur, je ne l'ai pas perçu comme un roman initiatique, mais c'est très bien si... Et d'autres personnes m'ont dit ça, de tous âges, hein, qu'ils avaient l'impression que c'était une forme de... Mais bon, ça aurait été très ambitieux et très arrogant de ma part de dire c'est un roman initiatique, je vais vous expliquer comment une femme, parce que le personnage principal est une femme, mais je crois que les hommes peuvent apprendre beaucoup sur un point de vue, c'est un point de vue féminin de toutes ces questions, comme je le disais. Après, il y a des questions universelles, elles sont très situées dans notre milieu occidental, mais qui vont au-delà de l'aspect genre, comme je le disais, le rapport à la mobilité, au travail intellectuel, etc., puisque le personnage principal est quand même une intellectuelle, très mobile. C'est une journaliste, c'est une journaliste. Mais elle évolue aussi là-dedans, et donc ça, ce sont des questions... C'est intéressant que tu nous arrives, parce que c'est aussi quelqu'un dont le métier est l'écriture. Le métier est l'écriture. Oui. Il y a un rapport à la contrainte, à la liberté aussi. Ce thème sera beaucoup plus présent dans des romans à venir, mais voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas consciemment un roman initiatique, mais je suis contente que ce soit perçu comme ça. Alors entendons-nous bien, plutôt que d'utiliser le terme progrès, je vais utiliser un terme que tu as utilisé à un moment donné, je crois qu'il y a clarification par rapport à sa personnalité. C'est pas pour autant qu'elle progresse, qu'elle est mieux qu'avant, mais elle est plus au clair avec elle-même. Elle est plus au clair, elle fait des choix, et elle est tout de même si la liberté n'est pas totale, elle est tout de même capable de décider un petit peu de certaines dimensions de son existence qui lui échappaient auparavant. Donc à ce niveau-là, il y a un progrès. Et en pratique, même si ce n'est pas théorique dans le chef du personnage, en pratique, elle fait un progrès dans son rapport à la vie, à l'amour, etc., puisqu'elle elle va vers le bien, le bon, et donc elle s'écarte du nocif. Donc il y a progrès à ce niveau-là, mais du point de vue de la liberté, c'est plus ambivalent. Mais voici, donc on arrive tout doucement à la fin de cet exposé, parce qu'il ne faut pas en dire trop, sinon on n'aura plus envie de le dire, donc ça c'était une décision délibérée de ma part et de Sophie aussi d'inciter les lecteurs et lectrices potentiels à lire ce roman qui, je le répète,
est très prenant. Il est très prenant. Je me souviens d'avoir écrit à Sophie à un moment donné que j'étais passionné, j'ai utilisé ce terme-là, même si effectivement il y a des passionnés. Vous savez, le mot passionné, étymologiquement, je m'excuse, je ne veux pas être pédant, mais puisque c'est mon métier, j'ai tendance à faire beaucoup d'étymologie. La passion, ça vient d'un mot latin qui est pati, qui veut dire ressentir, et qui a donné le mot également souffrir, d'où le mot patient. Hein, et quand je parle de passion, c'est pas passion au sens de l'amour fou que l'on peut ressentir pour quelque chose, c'est que dans le mot passion, il y a aussi le terme pathos grec, c'est-à-dire le terme d'émotion. Donc on est très ému à certains moments, et cette émotion peut aller jusqu'à l'angoisse. En tout cas, c'est le sentiment que le personnage principal, Ophélie, nous transmet au moment de la lecture, cette angoisse qu'elle a. Et donc, je voudrais terminer cet entretien en écoutant ce que tu vas dire, des quelques mots que tu pourrais nous dire sur le roman que tu as écrit dans le courant de cette année-ci et qui est maintenant sous presse, parce qu'il va bientôt paraître. Il est donc écrit, tu m'as dit, je crois que tu étais dans la correction des épreuves, peut-être même est-ce terminé. Donc, tu peux même au fond nous donner le titre et nous dire quelle est la thématique pour voir si ce roman-là, ce nouveau roman s'inscrit dans la filiation du précédent, s'il est relié à des problématiques qui se trouvaient dans d'autres livres éventuellement que Genre ou Liberté. Je ne sais rien du tout de ce roman, donc je ne joue pas aux faux ingénus, à l'inverse de ce livre-ci que j'ai lu très très attentivement. Oui, en effet, donc le prochain sera publié bientôt. Je l'ai terminé déjà il y a un petit temps, ça prend toujours un long moment malheureusement entre la fin et la publication. Et le titre de ce prochain roman, c'est Ambigu, au féminin. Au féminin. Et voilà. Au singulier ou au pluriel? Au singulier, ambigu. Oui. Et donc il est fort différent, je pense, de Un chapeau rose, dans le sens où il est beaucoup plus dépouillé. Je crois que le style est plus direct. Je pense que c'est aussi, c'était volontaire, mais c'est aussi peut-être, je sais pas, une étape dans mon écriture de roman. Donc sur le style, dans le style il est très différent, un peu plus court, plus dans le dialogue, il y a beaucoup de dialogue. Voilà, les lieux sont beaucoup moins importants. Enfin, le rapport au personnage est fondamental et c'est assez. Donc sur le style, sur la forme, c'est très différent. Le genre aussi, parce que ce n'est plus du tout un conte philosophique ou un roman fantastique ou même un roman initiatique, je ne sais pas, mais il y a des touches de science-fiction, mais c'est assez réaliste. Et dans les thèmes, il y a sans doute des continuités, je pense, puisque la question du genre, au sens genre féminin ou genre masculin, est toujours traitée de façon indirecte, évidemment, mais cette fois, je vais beaucoup plus loin, puisque voilà, le personnage principal est un homme, donc voilà, donc c'est très différent, et j'essaie de comprendre, en tant qu'auteur, j'essaie de comprendre le point de vue masculin. Et donc le thème est un thème qui peut, de nouveau, on peut faire une lecture au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré, mais en fait le thème est un thème très ancien de la littérature, mais j'essaie de le traiter de façon originale. C'est en gros le thème de la transformation d'une femme, la transformation physique d'une femme en homme. Donc c'est une femme qui devient un homme, mais ce n'est pas nécessairement lié à la question des transgenres, etc. Même si ça peut être lu. Ça peut être lu comme ça. Effectivement, ça peut être un roman initiatique en entendant ça. Mais c'est une partie du roman est réaliste et il y a beaucoup de thématiques liées au marché du travail. Donc je me rapproche de mes idéaux progressistes et critiques de la société actuelle et du système économique actuel. Donc c'est très présent dans ce roman-là. Mais il y a des touches de science-fiction. Donc voilà. J'essaie de penser un peu au-delà du présent, même si c'est des touches. Voilà. Et donc j'essaie davantage de comprendre les hommes dans ce roman. Ah oui, mais alors là ce serait oui, évidemment, le point de vue est tout à fait différent. Et puis c'est quand même très difficile de se mettre dans la peau, quand même, d'un être qui n'est pas... Alors, le problème de l'essentialité suivant les genres est traité d'ailleurs dans Genre ou Liberté. Oui. Donc ici, c'est quand même une question
hein, puisque le genre s'intéresse à l'image et à la place sociale qu'occupent voilà. les individus dans dans la quelle société. Dans quelle mesure l'apparence crée le genre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. donc c'est un thème qui est traité dans ce roman-là. Dans quelle mesure le traitement compris. Différent qu'on subit quand on ressemble à un homme, mais si à l'intérieur on est une femme, voilà, quelle est la différence? Est-ce qu'elle est positive, négative? De nouveau, beaucoup de contradictions, d'ambivalence, de controverses, n'est pas monolithique, et je ne donne pas de... Et il y a voilà, l'amitié est très présente, il y a d'autres histoires. Il y a d'autres thèmes très importants. Il y a d'autres thèmes. Ah oui, voilà. Ah ben c'est très intéressant. Ben il devrait paraître à quel moment? Normalement, dans un mois, quelque chose comme ça. Et chez quel éditeur tu l'as De nouveau, Edilivre. Edilivre, de nouveau. C'est un éditeur français, Edilivre. C'est un éditeur français. Le suivant, là, celui que j'ai commencé à écrire, mais ça me prendra beaucoup de temps pour des raisons d'organisation personnelle et parce que la langue est différente. Le prochain sera en anglais. Et donc, voilà, après, je pense que ce sera un long travail, ce sera beaucoup plus long et je vais faire... Non, mais celui qui va paraître... Celui-là est en français. Ah oui, il est en français, voilà, je suis rassuré. Mais je pense qu'il y aurait une... Je maîtrise moins bien l'anglais que le français. Je dois dire, pour ce sujet de la capacité à se projeter et à vivre de l'intérieur l'autre sexe, moi, l'exemple le plus remarquable que j'ai pu avoir en tant que lecteur, c'est l'admirable roman des liaisons dangereuses de Cordelot de Laclos. Ça, pour moi, c'est le sommet. Cet échange épistolaire entre la marquise de Merteuil, le vicomte de Valmont, avec les deux personnages, les deux jeunes qui ne sont que des marionnettes entre les mains. Oui. Quand on lit cette correspondance, pour moi, il est impossible de savoir si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Oui, mais ça, c'est différent. Mais c'est fort, oui, c'est pas la même chose. Du point de vue du narrateur. Oui, du point de vue du narrateur. Mais pour moi, c'est extraordinaire la capacité psychologique de Laclos de pouvoir, d'une lettre à l'autre, puisqu'il s'agit d'un roman épistolaire, de s'être mis dans chacune des deux positions. C'est un psychologue extraordinaire pour moi. Mais c'est extraordinaire si on suppose que la différence est fondamentale. Oui. S'il y a vraiment sur ces questions de désir, d'amour, de relation, d'aventure, etc., voilà, il y a des différences fondamentales. C'est ça, bien sûr. En tout cas, c'est le troisième livre sur lequel je t'interroge, puisque je t'ai interrogé à la radio sur Oser penser la gauche, il y a quelques années. Je signale à nos auditeurs, parce que vous pouvez toujours écouter sur ma chaîne YouTube. Et lire le livre. mais là, oui, bien entendu. Mais voilà, parce que il est toujours disponible. Il est toujours disponible, Oser penser la gauche. Ah, voilà, c'est chez Aden. Chez Aden. Je pense qu'il est en librairie chez Filigrane, et il est facile à commander sur Amazon. Et puis alors il y a le livre suivant. Mais tu m'as jamais interrogé pour un individualisme de gauche, mais qui est un tout autre sujet. Non, mais il date de quand maintenant? De 2013, donc c'était après Oser penser à gauche. C'était le raffinement, on va dire, l'élaboration. Mais bon, voilà, après tout ce travail intellectuel, j'ai fait ma part quand même. Bien sûr. Parce que je t'ai interrogé. Bien sûr, mais moi ça a été un grand plaisir pour moi, mais c'est vrai que j'ai pas pu... Parce que tu as écrit plus de livres que 4 quand même, tu en as écrit 5 ou 6 maintenant au total. Ça va être le 7e. Voilà, c'est bien ce que je dis. Oui, donc voilà, en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir. Je dois dire aussi que dans tes livres scientifiques ou tes essais, tu es extrêmement clair, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais... non, je veux dire aussi comment dirais-je, le vocabulaire utilisé est accessible à tout le monde. Ce sont des choses intelligentes mais accessibles. C'est très pédagogique. Parce que parfois, quand on lit des ouvrages d'un savant, ce que tu es dans ta spécialité, tout de suite on tombe sur des concepts qu'il faut avoir étudiés préalablement pour savoir exactement à quoi ça correspond dans cette discipline-là. Parce qu'un même mot, suivant la discipline, peut avoir des significations complètement différentes. Pensons aux années 60 où le mot structure, suivant qu'il était utilisé par les biologistes, les physiciens, les philosophes, les historiens, les sociologues ou les politologues ne signifiaient pas la même chose. Ouais. Donc quand on te lit, là je dois dire, et le roman se lit vraiment, ça se lit d'une traite, je dirais, c'est très facile. Vraiment, il y a des messages, je te dirais presque des messages politiques, puisqu'il est question de problèmes politiques finalement. L'héroïne réfléchit beaucoup. Ce qui est et voilà, quand même, les rapports entre les gens, tout ça c'est de la politique au sens noble du terme, bien entendu.
Donc il est question même, oui, ça touche à l'organisation de la cité, l'organisation des rapports sociaux entre les hommes, les femmes, les genres, enfin. Et donc ça se lit tout à fait aisément, mais ça c'est au second degré, si on a envie, quoi, tout est mêlé, hein, pour moi il n'y a pas de distinction. Mais alors au premier degré, ce qui pourrait paraître vexant évidemment, comme si on faisait des hiérarchies entre les lectures et les lecteurs et les lectrices, mais ça se lit vraiment très facilement, voilà. Enfin, je le conseille à tous, donc je remontre cet ouvrage, donc Un chapeau rose, de Sophie Heine, publié chez Édilivre. Alors, le livre n'est pas mince, près de, je vois, 277 pages, mais il ne faut pas craindre quoi que ce soit. Ceci dit, la police de caractère n'est pas, c'est pas des petits caractères, c'est pas serré, ça se lit tout à fait. Je le remontre donc. Voilà, à la prochaine.